Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue sur Eco Astro TV. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'interview d'Esther Mamar-Baché, présentatrice, productrice éditoriale de l'émission Infrarouge. Nous vous souhaitons de passer un bon moment et on se retrouve juste après. Bonjour Esther Mamar-Baché. Merci de me recevoir à la RTS. En 1999, vous avez présenté différentes émissions avant de présenter en 2004 le 19-30 aux côtés de Daris Rochebain. Depuis décembre 2008, vous avez présenté l'émission Infrarouge. Pourquoi avoir lâché le TJ? Est-ce un choix personnel ou une décision de la direction? C'est une bonne question. Si j'étais un peu malhonnête, je dirais que j'en avais marre du téléjournal et que j'avais envie de faire du débat. Mais c'est vrai que si tu veux, c'est une idée qui m'a été suggérée en fait par la direction et que par ailleurs j'avais toujours dit que j'avais envie de faire du débat. Donc j'ai accepté la proposition, mais j'aimais aussi beaucoup présenter le téléjournal. J'accepterai peut-être. Infrarouge était une émission politique. Pourquoi cet intérêt pour la politique suisse? Alors, ce n'est pas qu'une émission politique. Infrarouge, c'est une émission d'actualité qui traite de politique, mais qui peut aussi traiter de sujets de société. On a par exemple eu l'occasion de faire des sujets de société concernant les nanos, ces fameux petits bonshommes de la Migros. On a fait des sujets sur le féminisme, sur les Ukrainiennes au sein nu, par exemple. Donc, ça transcende véritablement la politique. On s'intéresse à l'actualité de la semaine, et l'actualité de la semaine peut être de politique, de culture, de société ou encore de sport. Pourquoi dans les débats vous coupez souvent la parole des intervenants? Alors c'est notre rôle de modératrice, hein. C'est vrai qu'on est payé pour faire un certain type de boulot, et quand on pose une question et que la personne à qui on a posé la question ne répond pas à notre question, alors on lui dit mais monsieur vous n'avez pas répondu à notre question, donc on est parfois amené à couper la parole, ou quand la personne se redit, a déjà dit plusieurs fois, disons, a déjà fait passer une idée, quand on estime que cette idée a déjà passé, on va aussi, si tu veux, couper la parole, mais on ne coupe pas la parole pour couper la parole. Si on coupe la parole, c'est que ça a toujours un sens, un objectif. Et l'objectif, c'est vraiment de rendre claire une idée et surtout de confronter des points de vue qui sont différents. Vous êtes né à Fribourg, mais vous avez la triple nationalité. Syrienne par votre papa, espagnole par votre maman. À quel âge avez-vous eu la nationalité suisse? Alors j'ai eu la nationalité suisse, c'était en 1974, donc j'avais 7 ans. Voilà. Je crois que vos parents ne vivent plus en Suisse. Avez-vous des frères et des sœurs ou de la famille qui vit encore en Suisse? Alors mes parents habitent la Suisse, mes parents habitent le canton de Vaud pour l'instant, mais ils vont bientôt revenir à Fribourg. Et puis on était 3 filles, j'ai une sœur qui est décédée il y a une dizaine d'années malheureusement, puis j'ai une autre grande sœur, moi j'étais celle du milieu, j'ai une grande sœur qui habite l'Espagne, qui habite Barcelone. Le fait d'avoir plusieurs passeports est un avantage ou un inconvénient? Ah, ben c'est sûr que si tu veux, pour moi, c'est un énorme avantage. Ça m'a appris qu'il n'y a pas que la Suisse, qu'on vit dans un monde vaste, avec plusieurs cultures, avec plusieurs langues. Donc je pense que ça m'a véritablement ouvert sur le monde et ça m'a probablement aussi donné envie de faire du journalisme. Il y a actuellement de graves problèmes en Syrie. Comment les vivez-vous? Difficilement parce que j'ai encore de la famille en Syrie, j'ai de la famille à Damas, alors même si dans cette capitale, c'est vrai que la situation est moins difficile qu'ailleurs, je le vis avec pas mal d'incertitudes et puis surtout beaucoup de questions sur l'avenir. Vous avez encore la famille qui y vit? Oui. Oui, effectivement. Donc, comme je te disais, j'ai encore de la famille qui vit à Damas, mais j'ai une grande majorité de ma famille qui a quitté la Syrie. C'est vrai que le Moyen-Orient, c'est un pays, enfin c'est une zone, une région où il y a eu énormément de conflits. Donc j'ai une partie de ma famille qui avait déjà quitté la Syrie, qui était allée s'installer à Beyrouth, au Liban. Et là aussi, il y avait une guerre civile qui avait commencé en 1975-1975. Donc voilà, j'ai une famille qui a dû partir, hein. On parle beaucoup des migrants. Souvent, les migrants doivent quitter leur pays. Donc, moi, j'ai de la famille en Angleterre, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Donc, voilà, j'ai de la famille un petit peu partout.
Vous êtes mariés et avez 2 enfants, Isabelle et Alexandre. Comment vivent-ils la célébrité de leur maman? Ah, mais tu sais, la célébrité de leur maman, elle est très relative, surtout depuis que j'ai quitté le téléjournal. C'est vrai que c'est le 19h30 qui t'expose le plus. Et puis j'ai envie de dire surtout que la célébrité, elle est très locale. Tu vois, quand tu quittes la Suisse romande, si tu vas à Zurich, on ne sait pas forcément qui tu es. Donc voilà, donc c'est vraiment un phénomène qui est très local. Et puis en plus, bon ben voilà, pour eux, c'est normal. Leur maman fait de la télé et elle est connue. C'est souvent les autres en fait qui le leur rappellent. C'est souvent les petits camarades de classe qui leur disent ah oui, ta maman fait de la télé, parce que c'est vrai que la télé passionne. Et donc voilà, mais ça les dérange pas beaucoup. Ils en sont fiers. Ils en sont plutôt fiers. Ouais. Pour en revenir à Infrarouge, combien de temps vous faut-il pour préparer une émission? Alors une semaine à peu près. On a 5 à 6 jours pour préparer une émission. Donc on a notre émission en général les mardis soirs. Et puis on reprend véritablement à fond le jeudi. Donc on a 5 à 6 jours pour préparer l'émission. Souvent les dimanches on travaille un petit peu parce qu'on est très sensible aussi à l'actualité. Donc le dimanche on est dans un pays où il y a énormément de journaux. Hein. On connaît en Suisse romande le matin dimanche, mais en Suisse alémanique il y a 4 ou 5 journaux qui sortent des scoops, donnent des informations nouvelles. Donc voilà, on a 4 à 5 jours, comme je le disais, 4 à 5 jours pour préparer une nouvelle émission. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est très important, c'est que ce que vous voyez à l'antenne, c'est le résultat du travail de toute une équipe. On est donc 2 responsables, Elisabeth Lojean et moi-même. Il y a aussi 2 recherchistes. Et il y a aussi une personne qu'on appelle le journaliste JRI, journaliste reporter image, qui nous fait des sujets pour l'émission. Et puis évidemment, il y a quelques assistantes, secrétaires qui s'occupent de l'intendance, qui s'occupent du public. Vous êtes la présentatrice de l'émission, mais aussi la productrice. Quel est le travail d'une productrice? Alors la productrice, elle a véritablement la responsabilité de l'émission. Ça veut dire que moi, je suis la responsable principale de l'émission. Je dois gérer une petite équipe, je dois évaluer cette équipe. Par exemple, on fait des bilans en fin d'année. J'ai la signature sur les factures, donc c'est moi qui décide quelles dépenses on fait. Par exemple, pour certaines émissions, parfois on a des invités qui sont depuis Paris, donc il faut savoir combien ça coûte. Il faut qu'on puisse les payer, il faut qu'on respecte notre budget, ou parfois on fait venir des invités de Paris ou d'ailleurs, de Berlin. Donc on va devoir leur payer leur billet de train ou leur billet d'avion, on va probablement aussi devoir leur payer leur nuit d'hôtel. Donc voilà, on a un petit budget dans l'émission qu'on doit gérer. Je suis aussi responsable en cas de problèmes, en cas d'attaque, en cas de plainte. Donc voilà, j'ai cette responsabilité-là, ce que j'avais pas du tout au téléjournal. Au téléjournal, donc j'étais simplement présentatrice. Et c'était assez pratique parce que quand il y avait un problème, c'était pas moi qui devais m'en occuper, c'était mes chefs qui étaient responsables. Et puis là, donc voilà, donc je découvre aussi une nouvelle facette du métier. Donc par exemple, ce soir, c'est Elisabeth Lojean qui a présenté l'émission. Moi, j'étais en régie, je lui ai soufflé certaines idées. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, et c'est pas parce qu'on est face à la caméra qu'on travaille pas. Avez-vous encore le trac avant de préparer une émission? Alors avant de présenter l'émission, avant de présenter l'émission, il y a toujours un petit moment de tension quand il y a le décompte final, quand on te dit 5, 4, 3, 2, 1 à toi, tu as toujours un peu le cœur un petit peu serré, mais dès que l'émission est partie, ça c'est l'avantage du débat, en tout cas moi c'est comme ça, ça se passe comme ça pour moi en tout cas, c'est que le trac on l'oublie, et il n'y a plus que l'intérêt du débat, la passion du débat, et je pense que si on n'aime pas le débat, il ne faut pas faire ce métier-là. Moi, j'aime beaucoup avoir des gens autour de moi, j'aime les interpeller, j'aime mettre un peu d'huile sur le feu pour que les échanges soient vifs. En termes d'exercice, je préfère cet exercice-là au 19h30, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le 19h30, c'est un exercice qui est très figé. On sent moins la personnalité du présentateur. C'est vrai que Darius, on le voit parce qu'il a une autre émission, une émission d'interview, mais c'est vrai que moi, on m'a beaucoup dit que depuis que je suis à Infrarouge, je suis plus vivante, je suis moins sérieuse, je suis plus drôle, mais parce que c'est vrai que l'exercice est très différent. Lors d'une émission, est-ce que la sécurité a déjà dû une fois intervenir pour séparer des participants? Non. Non, ça c'est un peu la magie du débat. C'est vrai que parfois, comme vous l'avez vu ce soir, les débats sont assez vifs.
Mais parfois, après l'émission, quand les gens boivent un jus d'orange ou un verre de rouge, les débats sont encore plus vifs. Donc c'est vrai qu'il y a eu des séquences un peu chaudes après l'émission, hein, parce que les gens savent qu'il n'y a plus de caméra, donc ils peuvent un petit peu se laisser aller. Et c'est vrai qu'on a toujours des sécuritas qui sont là durant le débat, mais après le débat aussi, surtout quand on a des sujets qui sont très sensibles ou qui sont très, très polémiques ou qui sont très passionnels. Donc voilà, et puis nous, on essaye aussi un petit peu de modérer, de faire en sorte que les gens se calment. Donc voilà, c'est vrai que souvent on se dit qu'il faudrait qu'il y ait des caméras aussi à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a des choses très fortes qui se disent, et c'est des choses qui malheureusement ne se disent pas face caméra. Donc les Suisses sont quand même assez civilisés. Qu'est-ce qui est le plus stressant, présenter le 19-30 ou Infrarouge? C'est un travail qui est complètement différent. C'est en termes de prise de tête et de responsabilité, je dirais que l'émission Infrarouge est beaucoup plus difficile. En revanche, c'est vrai que c'est une émission qui nous monopolise uniquement en face caméra les mardis soirs ou les mercredis soirs de temps en temps. Donc voilà, c'est un travail qui est différent. C'est vrai que le 19h30, c'est très prenant en termes d'horaire, parce que tu dois être là déjà à 8h30, tu es à la première séance, à 8h30, et puis tu termines le journal à 20h. Après, il faut encore aller te faire démaquiller, il faut te changer, il faut revenir à la maison. Donc c'est vrai pour moi qui ai une famille, qui ai des enfants, c'est beaucoup plus commode comme mode de fonctionnement Infrarouge. J'y pense tout le temps, c'est tout le temps dans ma tête, même le week-end, mais je suis plus libre au niveau de mes horaires. Si mon fils est malade, je peux aller voir le médecin, s'il a besoin de moi à un moment donné. C'est vrai que je suis plus libre au niveau de mes horaires, sauf bien sûr le mardi qui est une journée assez lourde. Est-ce que vous avez un truc pour vous débarrasser du stress avant une émission? Alors il fut un temps où je faisais beaucoup de courses à pied. Malheureusement maintenant j'ai mes articulations qui ont un peu vieilli, donc je ne peux plus faire de courses à pied, mais c'est vrai que souvent mon truc à moi c'est d'aller faire du sport. Alors maintenant je varie un petit peu, je vais marcher, je fais de la natation, je vais faire un tour à vélo, donc voilà, ça c'est mon truc à moi. Puis l'autre truc en fait pour pas avoir de stress, c'est de travailler un maximum son sujet, d'avoir les bons invités, d'être vraiment prête. Moi je travaille beaucoup en amont. Comme ça, le jour de l'émission ou au moment de l'émission, ben voilà, je me dis que j'ai fait tout ce que je pouvais et que là, c'est le moment de l'émission, donc je dois juste être bonne, calme et essayer de bien maîtriser la situation. Donc il faut en tout cas pas stresser durant un débat, ça vaut pas la peine parce que là, c'est plus le moment de stresser. Il faut avoir fait un maximum avant l'émission. Vous est-il déjà arrivé de dire ou de faire une grosse gaffe ou un fou rire depuis que vous êtes à la RTS? J'ai pas fait de grandes gaffes, probablement des petites gaffes. Et puis j'ai eu un fou rire au 19h30 que tu peux retrouver sur YouTube, qui est mémorable. J'ai pas réussi à prononcer le nom d'une ville où avait lieu une épreuve de ski. Donc voilà, et souvent les fous rires, c'est souvent des fous rires. C'est rare de faire des fous rires toute seule sur un plateau. Souvent il y a d'autres personnes qui sont là pour rire avec toi. Et c'est vrai que ce soir-là, j'avais sur mon plateau Michel Pont, l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Et juste avant d'annoncer le nom de cette ville, je lui ai demandé, mais est-ce que vous savez comment on prononce cette ville? Puis il m'a dit Kshitwil. Et moi, donc, j'ai répété Kshitwil. Et puis voilà, j'ai eu un fou rire à ce moment-là. En plus d'être une bonne journaliste, vous êtes aussi une sportive. Puisque vous pratiquez la course à pied, pourquoi la course à pied plutôt qu'un autre sport? Qu'est-ce que la course vous apporte? Je vais te donner un scoop, c'est que je ne peux plus courir. Ça, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui le savent. Parce que j'ai des problèmes de hanches, donc j'ai usé un petit peu trop mes hanches. Mais j'ai couru pendant 25 ans et c'est vrai que ça m'a apporté un équilibre. Je suis fondamentalement convaincue qu'il faut un équilibre entre le corps et l'esprit. Hein. Mens sana in corpore sana, dit-on en latin en tout cas. Et c'est vrai que si tu veux, moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de me dépenser physiquement pour aussi endurer le stress qu'on a dans ce métier. Vous êtes plutôt bonne puisque vous êtes arrivée 11e de l'escalade en 2006. Puis vous participez en 2007 au marathon de New York. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience?
Alors la course à pied, c'est aussi une histoire d'amitié. Et c'est vrai que je me suis beaucoup entraînée quand j'avais entre 20 et 30 ans, je me suis beaucoup entraînée seule. Mais à partir de 30 ans, j'ai commencé à... Ça a aussi correspondu à mon activité professionnelle. Donc je me suis retrouvée dans des entreprises où il y avait des associations sportives dont je faisais partie. Et j'ai commencé à courir avec des personnes que je ne connaissais pas forcément. Et c'est vrai que la course à pied, ça tisse des liens particuliers. Parce qu'on a cet effort, on sue ensemble, on crache ensemble, il y a quelque chose de très physique dans le sport. Et typiquement, j'ai fait le marathon de New York, mon premier marathon en 2007 avec un collègue de la télévision suisse romande, Yann. Et voilà, c'était une belle histoire d'amitié. On est partis ensemble à New York, on a vécu une semaine ensemble dans cette ville formidable. Et puis on a couru les 42 kilomètres ensemble. Donc voilà, c'est aussi des histoires d'amitié. Avez-vous eu du plaisir lors de ce marathon ou était-ce un calvaire? Alors j'ai eu du plaisir probablement les 20 premiers kilomètres. J'ai trouvé dur entre le 20e et le 30e. Et entre le 30e et le 42e, j'en avais vraiment marre. Donc c'est vrai qu'on termine les marathons avec la tête. Je pense que j'ai un assez bon mental. Et quand je suis arrivée à l'arrivée, je me suis dit plus jamais. Mais au final, on oublie la souffrance et il n'y a plus que le bonheur de la course qu'on retient. Est-ce que vous vous entraînez souvent? Alors, je me suis beaucoup entraînée, mais si tu as bien écouté les réponses que je t'ai faites, ça c'est aussi important d'écouter, de savoir écouter quand on fait des interviews. Je m'entraîne plus, je cours plus depuis le 15 août et j'ai eu des entraînements à l'époque qui étaient variables. J'ai couru entre 1 et 3 fois par semaine, donc j'ai jamais couru tous les jours et je courais en fonction des objectifs que j'avais. Donc c'est vrai que quand tu prépares un marathon, c'est une course qui est difficile, c'est une course que tu peux pas faire si t'es pas bien entraîné. Moi je m'étais toujours dit, si un jour tu fais un marathon, il faut que tu sois bien entraîné. Pour préserver au maximum ton corps, tes ressources, ton énergie. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. En 1982, vous avez suivi des cours de la comédienne Gisèle Salin. Vouliez-vous devenir comédienne? C'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Après ma maturité, j'ai hésité entre le théâtre et les sciences politiques. Donc moi j'ai étudié les sciences politiques à l'université de Genève, mais comme j'étais quelqu'un de plutôt sage, j'ai choisi la voie la plus sûre, j'ai envie de dire, qui était des études universitaires. C'est vrai que j'ai 2 parents qui sont universitaires, donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est la voie la plus sage, la plus traditionnelle, la plus raisonnée. Donc j'ai opté pour les sciences politiques avec parfois durant mes études un regret ou en tout cas des questions sur le théâtre. Alors peut-être que le fait de travailler à la télévision, c'est une façon de réconcilier et ma carrière académique, les sciences politiques et mon goût pour la scène et le théâtre. Si vous aviez une baguette magique, quel est le rêve que vous aimeriez accomplir? Ouh là là, quel est le rêve que j'aimerais accomplir? Disons que j'ai en tout cas accompli un objectif déjà, c'était de pouvoir faire du débat, de travailler à la télévision suisse romande. J'ai pas tout de suite réussi à rentrer dans cette grande maison. C'est vrai qu'avant je faisais du journalisme écrit. Et puis probablement que si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien retrouver des hanches toutes neuves pour pouvoir continuer à faire de la course à pied. Notre web TV a pour thème l'environnement et l'astronomie. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous poser quelques questions sur ces 2 sujets. D'accord. Est-ce que j'ai le choix? Je peux dire non? Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique sur notre planète. Est-ce que cela vous inquiète-t-il? C'est-à-dire que la question de l'environnement me préoccupe. En tout cas, je pense que c'est une question qui est importante à regarder, à observer. Et par ailleurs, je trouve assez réjouissant de constater que mes enfants sont très sensibles à l'environnement. Et j'ai l'impression que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à l'environnement qu'à mon époque. Je trouve qu'il y a une éducation qui est faite par l'école à ces questions-là.
Ils ont complètement intégré l'histoire du tri, par exemple, les bouteilles d'un côté, l'alu de l'autre, le PET dans un troisième sac. Donc voilà, il y a des inquiétudes d'une part, et puis d'un autre côté, c'est vrai que les gens sont de plus en plus conscients qu'ils vivent dans un environnement qui doit être respecté. Et puis bon, pour ma part, je me déplace presque tout le temps à vélo, donc je contribue aussi à préserver cet environnement. Quelle est votre fleur et votre animal préféré? La fleur, c'est probablement la pâquerette. Parce que je me souviens que quand j'étais petite, je prenais chaque pétale de la fleur, puis je disais je t'aime un peu, beaucoup, voilà. Et puis mon animal préféré, je vais dire le chat, parce qu'on a un chat à la maison, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est surtout mon mari et ma fille qui adorent les chats, mais j'ai fini par l'apprivoiser et puis par tout le trouver assez sympathique. Quel est l'endroit en Suisse qui vous plaît le plus? À Fribourg. Moi, je suis très attachée à ma ville. Je suis née à Fribourg, j'ai grandi à Fribourg jusqu'à 18 ans et je me sens fribourgeoise avant tout, avant de me sentir suisse. C'est un lieu de mon enfance auquel je suis très attachée. C'est peut-être un lieu où je retournerai vivre une fois. Êtes-vous pour ou contre les éoliennes? Alors moi, je suis journaliste de rester neutre. Donc je ne vais pas me prononcer sur cette question, même si je pense que l'éolienne est probablement une source d'énergie intéressante, et en tout cas plus intéressante que le nucléaire. Est-ce que les centrales nucléaires suisses vous font peur? Alors les centrales nucléaires suisses me font pas peur parce que j'ai une relative confiance dans le gouvernement. Mais c'est vrai qu'il y a certaines centrales qui vieillissent et qui posent certains problèmes qu'il faut résoudre. Et d'ailleurs, la Suisse a décidé avec Doris Leuthard de mettre entre parenthèses le nucléaire et de trouver d'autres sources d'énergie. On parle par exemple depuis quelques jours de centrales à gaz, alors bien sûr qui pose d'autres problèmes, hein. C'est le problème du CO2, mais voilà, c'est un problème complexe, hein, le problème de l'énergie, et disons j'ai tendance en tout cas à faire confiance à notre gouvernement qui a pris une option intéressante en décidant de mettre en parenthèse le nucléaire. Quels sont les gestes que vous faites au quotidien pour préserver l'environnement? Alors le vélo. Hein, c'est vrai que je me déplace beaucoup à vélo. Et puis le tri aussi. On trie à la maison. On a toute une série de conteneurs où on met différentes choses. Et je prends beaucoup le train aussi. Mais on a quand même une voiture. Est-ce que l'astronomie est un domaine qui vous intéresse? L'astronomie n'est pas l'astrologie. L'astronomie, c'est le monde des étoiles, c'est le monde des planètes. Je crois que mes enfants savent plus que moi sur ce sujet-là. Connaissez-vous le nom des planètes de notre système solaire? Saturne, Jupiter, Pluton, non, c'est juste? Ah, non, tu vois, je te dis, non, je maîtrise pas très bien le sujet. Alors, c'est Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Non, c'est d'abord Uranus. Uranus et Neptune. Je vais apprendre ça. Vous êtes-vous déjà rendu dans un observatoire pour regarder le ciel au télescope? J'étais allée à l'observatoire de Saint-Luc pour regarder notre ciel. Quel est l'objet que vous avez vu qui vous a vraiment marqué? Oh ben, il y avait toutes sortes d'étoiles, si je me souviens bien. Mais voilà, il n'y avait pas une chose en particulier qui m'a marquée. Vous arrive-t-il lors de belles nuits de lever les yeux au ciel pour l'observer? Oui, et surtout la Voie lactée que j'ai eu l'occasion d'observer au Canada. C'était il y a 2 étés, je crois. On était au milieu des Rocheuses et on a pu observer la Voie lactée. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de répondre à mes nombreuses questions. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci beaucoup à toi. Voilà, nous espérons que cette interview vous aura permis de mieux connaître Esther Mamar-Bashi, qui n'a pas souvent la tâche facile sur le plateau d'Infrarouge, où les débats sont souvent mouvementés. Mardi prochain, nous aurons le grand honneur de vous faire découvrir l'interview de l'homme le plus connu de la RTS à travers le monde. En effet, Darius Rochebin nous a reçus dans son bureau. Alors ne loupez pas le rendez-vous mardi 15 mai. À bientôt!